Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Les efforts diplomatiques entrepris par le pouvoir semblent commencer à payer, favorisés par la situation internationale et la position géostratégique de la Turquie. Si aucun résultat concret n'a pu être obtenu lors du sommet à Antalya, qui a réuni les ministres des Affaires étrangères russes, turcs et ukrainiens, l'organisation même de cette réunion a été vue comme un succès du côté de l'AKP. Au 15e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba se sont rencontrés pendant 1h30 dans la province d'Antalya, accueillis par le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu. Malgré les grands espoirs du ministère turc des Affaires étrangères, toutes les parties sont reparties les mains vides, car aucune résolution solide n'a été atteinte. Les trois parties ont tenu des conférences de presse séparées. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré « Une situation tragique se déroule actuellement à Mariupol et je suis venu ici pour une cause humanitaire. Mon objectif était de créer un corridor humanitaire, mais malheureusement le ministre Lavrov n'était pas résolu sur cette question. » Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a quant à lui confirmé que la réunion trilatérale avait été organisée à la demande de la Turquie et convenue lors de l'appel téléphonique entre le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan et le président russe Vladimir Poutine. Le ministre Lavrov a réitéré qu'ils honoreraient toutes les tentatives de négociation et a déclaré « Après la réunion d'aujourd'hui, il est devenu clair que rien ne peut remplacer ces réunions. » Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu a déclaré « La guerre continue, cependant, je peux dire que ce fut une réunion extrêmement civilisée. Il n'y a eu en aucun cas de tensions exacerbées. Lors de la réunion, nous avons souligné que les civils pris entre deux feux devaient également être sauvés. Bien sûr, pour cela, un cessez-le-feu durable doit être établi. » Pendant ce temps, le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan a un emploi du temps chargé durant ce forum diplomatique. Il a accueilli hier le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg à Antalya, après avoir reçu mercredi le président israélien Isaac Herzog à Ankara. Il y a 2 jours, le président Erdoğan a également rencontré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et a eu un appel téléphonique avec le président Biden. Le président et chef de l'AKP se prépare à rencontrer le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis lundi et le chancelier allemand Olaf Scholz mardi. Parmi les virages diplomatiques opérés ces dernières années, celui avec Israël est emblématique. Dans la deuxième moitié de l'exercice de son pouvoir, Recep Tayyip Erdoğan s'est construit une popularité dans le monde arabe et musulman en critiquant violemment Israël en général et Netanyahou en particulier. Ces temps semblaient lointains cette semaine lorsqu'il a accueilli le président d'Israël, Isaac Herzog. Les efforts entrepris par Ankara pour normaliser sa politique étrangère se poursuivent. Cette semaine, un chef d'État israélien s'est rendu en Turquie pour la première fois depuis 15 ans. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, a accueilli mercredi le président israélien Isaac Herzog à Ankara, après plusieurs mois d'attente. Le président turc a déclaré qu'une nouvelle ère commençait dans les relations israélo-turques avec cette visite de Herzog et a souligné que le développement et le renforcement des relations entre les deux pays étaient d'une grande importance pour la Turquie et pour la stabilité régionale. S'exprimant après Erdoğan, Herzog l'a remercié pour son accueil et a déclaré que les pourparlers étaient productifs. Il a dit « C'est un moment très important dans les relations entre nos pays et je pense que c'est un grand privilège pour nous deux d'établir les bases du développement de relations amicales entre nos États et nos peuples et de construire des ponts d'une importance cruciale pour nous. » Herzog et Erdoğan ont déclaré que le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu devait rencontrer le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid. Les médias ont rapporté que les deux discuteraient de la réouverture des ambassades dans les pays respectifs. Cependant, cette affirmation n'a pas été confirmée par les présidents. Selon le reportage de Channel 12, une chaîne de télévision israélienne, Herzog et Erdoğan ont aussi évoqué les relations de la Turquie avec le Hamas, et en particulier les récentes visites des dirigeants du Hamas à Ankara. Le média a également suggéré que dans le cadre de l'amélioration des relations,
Israël avait demandé à Erdogan d'extrader les principaux dirigeants du Hamas qui se trouveraient actuellement en Turquie, notamment Saleh El-Harouri, commandant en chef de la branche armée du Hamas et chef politique adjoint. Une autre question abordée lors de la réunion a été le travail d'exploration de gaz naturel que la Turquie a entreprise en Méditerranée orientale. Les réserves de gaz naturel ont longtemps été un sujet de désaccord entre les États méditerranéens. Pendant qu'Erdogan veut se refaire une santé à l'international, le chef du principal parti d'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, continue sa tournée de réconciliation, cette fois-ci avec les Kurdes. Si la mairie d'Istanbul est passée sous le giron du CHP, cette victoire aurait été impossible sans la mobilisation électorale des Kurdes. Repentance sincère ou calcul électoral, Kılıçdaroğlu semble en tout cas avoir trouvé ce qu'il cherchait. Kemal Kılıçdaroğlu a effectué une visite à Diyarbakır. Cette offensive de charme s'inscrit dans la politique de réconciliation prônée par le chef du principal parti d'opposition, le CHP. Ce processus, nommé Helalleşme, est un terme religieux signifiant acquittement mutuel, annoncé par Kılıçdaroğlu dans une vidéo publiée sur son compte Twitter au mois de janvier. Ce processus se donne pour objectif de se réconcilier avec toutes les catégories de la population qui se reconnaissent comme victimes de la force publique. Les minorités juives, alévis, grecques, les femmes voilées, la jeunesse reprimée dans la contestation de Gezi et les Kurdes. Cette introspection, saluée par Selahattin Demirtas et plusieurs intellectuels, avait été qualifiée par l'AKP comme hypocrite. Le 28 février dernier, Kılıçdaroğlu s'était réuni avec 28 femmes voilées pour prendre sa part de responsabilité dans les discriminations qu'elles avaient subies il y a 25 ans et tenter de recoller les morceaux. Avec la visite à Diyarbakır qui a débuté jeudi 10 mars, Kılıçdaroğlu cible cette fois-ci les Kurdes. Le chef du CHP a visité les commerçants dans le quartier historique de Sur et a assisté à la cérémonie d'accueil de nouveaux membres de son parti. Mais Kılıçdaroğlu a aussi rencontré le collectif soutenu par le pouvoir nommé Maire de Diyarbakır, un groupe qui accuse le HDP d'avoir poussé leurs enfants à rejoindre le PKK. Dans un tout autre registre, il a aussi rencontré Türkan Alçı, l'épouse de l'ex-président de l'ordre des avocats de Diyarbakır, Tahir Alçı, tué devant les caméras, mais dont l'assassin n'a jamais été retrouvé. Il a aussi rencontré Nebahat Akkoç, l'épouse de l'enseignant Zübeyir Akkoç, victime d'un meurtre non élucidé dans les années 90. Ces meurtres non élucidés ciblaient des personnes impliquées dans le mouvement kurde et les proches des victimes ont souvent pointé du doigt l'État. Selon la Ligue des droits humains, environ 2000 personnes ont été tuées de cette manière, dont 80% dans les régions kurdes. Kılıçdaroğlu a aussi rencontré Zeynep Mızraklı, l'épouse de Selçuk Mızraklı, commère de Diyarbakır, envoyée en prison peu après avoir été élue, l'enseignante Ayşe Çelik, qui avait fait de la prison pour avoir dit à la télévision « Ne laissez pas les enfants mourir ». Le chef du CHP a aussi rencontré Tahir Demirtas, le père de Selahattin Demirtas, en prison depuis plus de 5 ans, et l'avocat Erdem Gencan, qui avait été torturé à la tristement célèbre prison numéro 5 de Diyarbakır pendant la période du coup d'État de 1980. Kılıçdaroğlu a dit « Nous sommes venus demander pardon, nous vous avons beaucoup négligé ». Si l'accueil qui lui a été réservé était chaleureux, beaucoup de chemin reste à parcourir pour gagner les faveurs d'un électorat qui semble être en mesure de décider du résultat des prochaines élections. La semaine dernière, les femmes ont manifesté le 8 mars malgré l'interdiction des autorités. À noter une violence policière moindre cette année comparée à l'année dernière. À Istanbul, la police a tenté d'empêcher les groupes de femmes de se rassembler pour la marche nocturne féministe du 8 mars qui se tient à Beyoğlu. Les manifestantes se sont regroupées à Cihangir. Ces marches de nuit sont organisées sur l'avenue Istiklal tous les 8 mars depuis 2003, mais interdites ces dernières années. Cette année n'aura pas fait exception. Le gouverneur d'Istanbul a interdit la tenue de manifestations aux alentours de Taksim, arguant de problèmes de sécurité. La veille, des barrières ont été installées dans de nombreux points. Les accès à l'avenue Istiklal ainsi que les transports en commun de cette zone ont été bloqués. Un groupe de femmes à Kadıköy ont été arrêtées alors qu'elles se rendaient à la manifestation. Mais les organisations féministes ont déclaré ne pas reconnaître cette interdiction.
La police a utilisé du gaz lacrymogène pour repousser les manifestantes qui ont tenté de franchir les barrières. Parmi les slogans, il y a eu « Le féminicide est politique »,« On ne se tait pas, on n'a pas peur, on ne se soumet pas » et « Tu ne marcheras jamais seul ». La sortie de la Convention d'Istanbul, la guerre et la pauvreté ont aussi figuré sur les pancartes des manifestantes. Dans le communiqué de presse lu sur la rue Cihangir, il a été dit « Nous sommes avec des dizaines de milliers de femmes dans l'ombre de la guerre et de la pauvreté causée par les hommes. Nous appelons cette rébellion qui ne prendra pas fin sans établir un monde féministe. » Ruşen Çakır est revenu sur la relation entre le pouvoir et les femmes. Gündemi belirlemeye devam ediyorlar. Zira dire qu'en Turquie, l'un des mouvements les plus importants de ces dernières années est sans doute le mouvement des femmes est une affirmation qui n'est pas exagérée, alors qu'une chape de plomb générale pèse sur le monde politique, sur les débats sociétaux, tous plutôt réduits au silence. Les femmes réussissent à faire parler de leur cause et réussissent à imposer leurs débats. Parce qu'il existe de nombreux problèmes qui les concernent en premier lieu et dont elles sont victimes, et le pouvoir, plutôt que de tenter de résoudre ces problèmes, préfère nier leur existence. Cette année, les femmes vont célébrer le 8 mars pour la première fois depuis que la Turquie a quitté la Convention d'Istanbul qui lutte contre la violence à l'égard des femmes. Ce départ de la Turquie de cette convention représente à lui seul un symbole, celui de la manière dont Erdoğan et l'AKP considèrent les femmes. J'ai décidé d'intituler cette émission « La trahison des femmes par Erdoğan et l'AKP » et j'ai fait exprès de choisir le terme de trahison, parce que je considère que l'AKP, Erdoğan et le mouvement islamiste en général a été porté en Turquie au pouvoir essentiellement par les femmes. Dans le livre que j'avais écrit en 2000, qui s'intitulait « Résistance et soumission », avec le sous-titre « La femme islamiste entre deux pouvoirs », c'est un livre que j'avais écrit en 2000, donc l'AKP n'était pas encore au pouvoir. Sur la couverture, on peut voir des femmes voilées qui manifestent sur le pont du Bosphore. Et dans ce livre, j'ai avancé 3 idées. Première idée, dans le mouvement islamiste, ce sont les femmes qui ont payé le prix le plus lourd. L'interdiction du voile est bien entendu symbolique du prix qu'elles ont dû payer, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, ce qui apparaissait le plus, c'était le voile. Donc, primo, ce sont elles qui ont payé le prix le plus lourd. En deuxième, j'avance que ce sont elles qui constituaient la colonne vertébrale du mouvement islamiste. Ceux qui l'ont vécu peuvent s'en rappeler. Lors du processus du 28 février 1997, l'État réprimait le mouvement islamiste dans sa globalité, mais c'était les femmes qui étaient aux premières loges, à travers justement leur voile. Et les hommes qui faisaient partie de ce mouvement n'ont pas hésité à les utiliser comme boucliers. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que l'État était réellement déterminé, eh bien, ils n'ont pas hésité à s'éclipser et à laisser les femmes seules. Par exemple, dans le mouvement de résistance qui a été mené à l'université de Marmara, les hommes, les politiciens hommes, les islamistes ont préféré ne pas aller soutenir les femmes. C'est en tout cas ce dont j'ai été témoin personnellement, sur place, en tant que journaliste. Oui, parce qu'au début, ils allaient tout le temps soutenir les femmes qui résistaient à l'État, et ils prenaient la pause dans ces manifestations, et plus tard, en voyant la répression, ils ont préféré s'éclipser et regarder ailleurs. Donc, pour en revenir à mes 3 idées, 1. Les femmes ont payé le plus lourd prix dans le mouvement islamiste. 2. Elles ont été la force qui a porté le mouvement islamiste au pouvoir. Et ma 3e proposition est la suivante. Le mouvement islamiste est un mouvement d'hommes. Et on peut adapter cette idée aujourd'hui en disant que l'AKP et Erdoğan représentent un pouvoir d'hommes. Et nous terminons ce bulletin sur une chanson à la gloire des drones TB2 Bayraktar qui, selon toute vraisemblance, servent énormément la résistance ukrainienne face à l'agression russe. Si ce type de glorification est assez courant en Turquie, il est toujours insolite de voir ce genre de clip en ukrainien. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.